Bonjour à toutes et à tous, nouvel horaire, on se retrouve désormais à 9h avec mes débatteurs, avec mes chroniqueurs. Aujourd'hui, Baptiste Moreau, bonjour, maire adjoint de Mons-en-Barœul et vous êtes membre du bureau national du Parti Socialiste. Vous êtes tout seul? Non, pardon. Je commence déjà. Vous êtes en forme, Valérie. C'est petit. Vous êtes en forme. Mais la droite, je vais avoir la même chose. Oui, Elle va me dire la même chose, je ne suis pas inquiet. Nicolas Jeannetet, directeur des centristes, s'il en reste un, ce sera lui, voilà. Conseiller national de Paris, et Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Bonjour Michel, ravi de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Et évidemment, vous êtes les bienvenus 0826 300 300 si vous voulez réagir à l'actualité. Évidemment, nous allons revenir sur l'expulsion de l'imam Iqwisen. Alors, l'expulsion ratée. Ratée, oui. Enfin, la décision, il est expulsable, mais introuvable. Alors ça, c'est formidable. Et j'entendais ce matin un de ses voisins dire qu'on ne l'avait pas vu depuis un mois. Donc quand même, on va revenir sur tout ça. Quel courage. Les super profits, Bruno Le Maire ne connaît pas, il ne sait pas ce que c'est. Le Conseil national de la refondation déjà boycotté, un machin inutile. Beaucoup de sujets et puis vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons avec vous, Baptiste, petit cœur sensible. Non mais je vous soutiens à fond, allez-y. Ah ben super, un coup de gueule contre les abandons d'animaux puisque cet été marque un nouveau record en la matière. Malheureusement, début août, on comptait plus de 12 000 animaux abandonnés. Les refuges des SPA sont saturés et voilà cet acte de plus en plus inhumain, mais qui est un acte, qui est un délit, qui peut être puni de 3 ans de prison, de 45 000 € d'amende. Voilà, moi je voulais lancer ce matin un coup de gueule contre ces abandons, un appel à la solidarité, un appel au financement des SPA, des LPA, et puis bien sûr aussi une demande de faire appliquer enfin les peines. Je crois que c'est plus que jamais nécessaire. Ouais, c'est incompréhensible comment je crois d'ailleurs que pendant le Covid, il y a eu beaucoup d'adoptions. Voilà. Et voilà, le Covid est passé et on abonne on se rend compte que c'est pas une peluche. J'avais défendu dans un édito la création d'un ministère de la cause animale parce que je trouvais que sans être un ayatollah de manger végétarien, etc., pas du tout, mais simplement le respect. Il y a un nouveau concept que même le ministre de la Santé a repris d'ailleurs pas longtemps, de One Health. Il y a une seule santé, celle des hommes, des animaux et de l'environnement. Et d'ailleurs, une des grandes erreurs sur le Covid, c'est qu'on n'a pas suffisamment mobilisé les vétérinaires qui avaient une très très grande connaissance des coronavirus et qui auraient pu être extrêmement... Je ne parle même pas des chiens renifleurs qui, dans certains pays, ont été utilisés pour pouvoir détecter les personnes qui ont le Covid. Qu'est-ce qu'on en a fait en France? Strictement rien. Mais Michel, maintenant, dans les municipalités, nous avons des adjoints à la cause animale. Dans le 15e, c'est un adjoint au parc des Jardins et à la cause animale, et même au Conseil de Paris, il y a un groupe de travail sur la cause animale, notamment pour les créations de cimetières pour les animaux, pour reconnaître effectivement l'intérêt des chiens pendant les différentes guerres, etc. Donc alors, des monuments aux morts, et donc voilà. Non, ce qu'il faudrait, c'est un défenseur des droits des animaux, c'est ce que réclame la SPA et un certain nombre d'associations, au même titre qu'il y a d'autres défenseurs des droits des femmes, des enfants, pourquoi pas des animaux. Alors, Michel Taube, vous voulez vous revenir sur l'affaire Pogba? Oui, en fait, c'était pour... Enfin, ce n'est que le début, à mon avis, de cette affaire. Moi, c'était juste pour à travers ce qui se passe entre les deux frères Pogba qui s'entre-déchirent par voie de presse et certainement de procès. En fait, si vous voulez, le football français et européen est gangréné, véritablement gangréné par ce genre d'affaires Pogba. C'est-à-dire qu'en fait, des footballeurs qui réussissent, qui sont où il y a un mélange de mafia, de violence, de souvent aussi de religion, pour dire les choses clairement. Ce sont des cocktails terribles et les acteurs du foot sont totalement silencieux. Les fédérations la fédération française de football ne traite pas le problème. En Allemagne, par exemple, il y a un énorme travail éducatif qui est fait pour encadrer de très très près les jeunes footballeurs, pour éviter les mauvaises influences, pour éviter les radicalisations, pour éviter tous ceux qui autour vont essayer de leur piquer leur pognon, etc. Et donc,
Pogba, en fait, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Et je voulais aussi, moi, saluer un journaliste absolument extraordinaire qui fait un travail absolument fantastique, dont j'ai évidemment oublié le nom, Romain Molina, qui est un journaliste indépendant, qui est quasiment le seul journaliste en France qui fait un travail véritablement de montrer tout ce qu'il y a derrière la face visible et rétulante du football français aujourd'hui. Nicolas, vous êtes venu avec votre casque de scooter, vous êtes riche? Pourquoi? Vous êtes très riche. Non, mon coup de gueule, c'est contre certains membres d'Europe Écologie Les Verts. Alors moi, j'en ai assez des écolos moralisateurs, j'en ai assez des écolos qui nous disent, qui nous imposent leur vision du monde, qui nous disent ce qu'on doit faire, ce qu'on doit manger, comment on doit se déplacer. Ces écolos qui se présentent sauveurs de la planète. Et ils nous font perdre notre temps sur des polémiques stériles. Alors il y a eu la place du sapin, il y a eu le Tour de France, il y a eu les crèches, il y a eu l'écriture inclusive, maintenant il y a le syndrome du barbecue. Non mais on tombe sur la tête. C'est le parti du clash permanent qui cherche en permanence à essayer de trouver des polémiques pour exister. On est assez idiots pour les commenter. Et je ne parlerai pas de leur obsession antinucléaire, bien évidemment, avec souvent des contradictions. On a fermé Fessenheim, mais en même temps on a acheté à quelques kilomètres de là en Allemagne l'électricité est carbonée puisqu'elle provenait des centrales du charbon. Donc il y a une totale contradiction chez eux. Et je ne parlerai pas, bien évidemment, de leur écologie punitive et dogmatique et de ce fameux 100% vélo dans les villes vertes. Ça veut dire quoi 100% vélo? Alors ça veut dire plus de voitures, plus de motos et la place du piéton. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas capables d'organiser dans les villes une harmonie entre les différents moyens de circulation. Donc voilà, j'en ai assez de ces leçons de morale de certains cadres d'Europe Écologie Les Verts. Alors certains vont me dire oui, les écolos ont peut-être fait avancer la planète, ils ont fait une prise de conscience. Et ben moi je dis non. Aujourd'hui, ça devient négatif et avec leur esprit moralisateur, on est en train de perdre tout ce qu'ils ont apporté à une époque dans leur combat. Qu'ils aillent plutôt à la limite aujourd'hui mener leur combat en Chine, aux États-Unis ou en Inde, où là il y a vraiment des gros problèmes de pollution et qui nous laissent un tout petit peu tranquilles. Bon, c'est dit. Alors, moi, deux informations. Alors, vous savez, il y a ceux qui se plaignent du chant du coq quand ils vont à la campagne. Certains ont même fait des procès pour faire interdire le coq. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon, lui, ce sont les sirènes de police qui le dérangent. Vous avez vu son tweet de cette nuit? Joie, retour dans Paris, où jour et nuit, jusqu'à minuit, toutes les 10 minutes, sur les grandes artères, hurlent les sirènes des voitures de police. Le droit au silence, point d'interrogation. Ce serait un refus d'obtempérer, point d'interrogation. Alors. Mais double interrogation dans ce tweet d'abord, parce que ça veut dire qu'il reconnaît qu'il y a de la violence, parce que s'il y a effectivement toutes les 10 minutes une sirène, inconsciemment, il reconnaît qu'il y a de la violence. Puis deuxièmement, on continue avec ce système anti-police, anti-sécurité, qui est aujourd'hui la marque de fabrique maintenant de Mélenchon après le fameux la police tue. En fait, avec ce tweet, j'ai compris le dessein politique de Jean-Luc Mélenchon. C'est de faire comme au Costa Rica. Au Costa Rica, il n'y a pas d'armée. Lui, il veut qu'il n'y ait pas de police en France, en fait, c'est ça. Parce qu'il y a, le dessin politique de Mélenchon. Comment vous le comprenez Moi, j'avais pas vu ce tweet de Jean-Luc Mélenchon qui avait du mal manifestement à dormir. Non, je crois que la police mérite notre respect. Aujourd'hui, la situation est très difficile et on a besoin de cette police républicaine. Donc, les sirènes, il faut qu'ils mettent des boules qui aissent. Après, on peut le prendre au premier degré. C'est vrai qu'à Paris, on en témoigne, les nuisances sonores sont aujourd'hui devenues, mais c'est un enfer. Entre les travaux, les circulations, les sirènes. Enfin, s'en prendre à la police. Oui, parce que on peut s'en prendre aussi aux ministres et leurs sirènes qui traversent Paris pour aller rejoindre telle ou telle réunion. Aussi. Et un auditeur m'a raconté une histoire hier d'un homme visiblement un peu agressif qui était devant le domicile de cet auditeur, qui a appelé la police. Et le commissariat a répondu, non, on n'a pas de voiture à vous envoyer. Donc il a répondu, vous attendez quoi, qu'il sorte un couteau, non, mais il est là depuis 2 heures devant chez moi, je ne peux rien faire. Non, on peut pas vous envoyer de voiture de police. Donc là aussi, il y a quand même. C'était à Paris?
Oui. Oui. À Paris, on a effectivement proche banlieue pas parisienne. assez de policiers, et c'est pour ça d'ailleurs que Darmanin. Non, mais proche banlieue parisienne, avec des commissariats qui couvrent, des voitures de police qui couvrent plusieurs communes. Donc il y a ça. C'est le débat de la hausse de l'insécurité. Et puis un coup de cœur, un gros coup de cœur pour une information que j'ai lue dans le Parisien. La famille de l'auteur du rodéo qui a renversé 2 enfants à Pontoise le 5 août dernier a été expulsée de son HLM. Et alors, aux surprises, en lisant cet article, on apprend que la famille ne payait pas de loyer, tenez-vous bien, depuis plusieurs années. Et là, vous vous dites, mais il y a quand même un truc qui tourne pas rond. C'est ce qui a d'ailleurs facilité cette expulsion. Parce que si ils avaient payé leur loyer, l'expulsion aurait mis des années avec une décision de justice. Là, il a été expulsé surtout parce qu'elle n'avait pas payé de loyer, à mon avis. Non, mais expulsion, sauf qu'ils vont être relogés. Ils vont être logés dans un autre quartier, c'est l'obligation. Ouais. C'est l'obligation. Donc vous avez des délinquants qui foutent le bordel, il n'y a pas d'autre mot, et on attend qu'il y ait des incidents comme cela pour les expulser. Oui, alors on les expulse, mais on les reloge dans un autre quartier, donc on les isole du quartier précédent. Donc on espère, en les relogeant là-bas, qu'ils vont pas gangréner, entre guillemets, tout l'immeuble ou tout le quartier. Ouais, mais ce qui est vraiment très énervant, c'est que s'il n'y avait pas eu cette affaire-là, il n'aurait pas été expulsé. C'était en voie de... Oui, alors là, des années, ça faisait des années qu'il ne payait pas. Des années. Donc je pense que ça aurait certainement duré des années. Et je pense véritablement que là aussi, il y a dans le parc social des personnes qui n'ont d'une part pas à y être, et d'autres qui ne payent pas leur loyer, et qui à ce titre ne respectent pas, j'ai envie de dire, la collectivité, alors que d'autres en auraient besoin. Enfin, bon. Allez, on va marquer une petite pause et on revient dans un instant. On va parler donc de cet imam qui a disparu. Il est expulsable, mais on ne le trouve pas. À tout de suite. Et nous débattons avec Baptiste Ménard, Michel Taube et Nicolas Jeantet. Alors donc, cet imam qui a été, vous le savez, hier décidé expulsable par le Conseil d'État. C'est une décision qui avait été prise par le ministre de l'Intérieur contre cet imam qui est accusé d'avoir prononcé des mots plus que des prêches qui étaient assez anti-républicains. Il est introuvable. Ça pose la question des obligations de quitter le territoire français. Michel Taube, cet imam expulsable, le tribunal administratif avait plaidé le fait que ça pouvait perturber sa vie familiale. Or, il a des enfants majeurs. Oui, alors que la Cour européenne des droits de l'homme avait quelques jours auparavant donné son accord. Non, on reviendra certainement sur cette décision du tribunal administratif qui était absolument scandaleuse et qui souligne en fait le fait que les juges français, comme d'ailleurs beaucoup de Français, sont complètement partagés, savent plus où sont les principes fondamentaux, à savoir celui de la laïcité. Et moi, je tiens d'abord à saluer la décision du Conseil d'État parce qu'elle est pleine de bon sens. Elle dit tout simplement que avec tous les prêches antisémites, hostile aux femmes. Il parle pas de soumission des femmes aux hommes, il dit d'avilissement des femmes aux hommes. On ne peut pas, on a le droit d'expulser l'auteur de tels propos. Moi, j'en ai retrouvé un hier qui est hallucinant, où cet imam dit une personne qui veut se convertir de l'islam à une autre religion, c'est 12 balles dans la tête. Et il fait le geste. Dans une vidéo qui est aujourd'hui disponible sur YouTube. Donc effectivement, il devait être expulsé, mais ce qui est vraiment scandaleux et ce qui est vraiment triste, c'est qu'effectivement, la police a débarqué chez lui et il était absent, aux abonnés absents. Mais j'ai entendu un de ses voisins dire qu'il ne l'avait pas vu depuis 1 mois. Donc ça veut dire qu'il n'a pas été surveillé, alors qu'il est fiché S. Ça veut dire qu'il n'a pas été surveillé, qu'il a pu être libre. Alors évidemment, il n'était pas libre de ses mouvements, oui, mais au moins surveillé. C'est Baptiste. Avec Darmanin, c'est toujours le même problème. C'est le verbe haut, mais l'action faible. Michel, vous disiez tout à l'heure qu'on avait le droit d'expulser l'imam Iqiyoussen, mais on avait même le devoir, en fait. C'est un représentant de l'islam politique. La question qui était posée au Conseil d'État, qui est souverain naturellement, mais c'était quand même celle de la résistance de la République à des imprécateurs comme l'imam Iqiyoussen. Et donc, le fait qu'il soit aujourd'hui introuvable, excusez-moi, mais je trouve ça surréaliste.
Je trouve ça surréaliste. C'est un délit de fuite. Oui, mais c'est surréaliste que, alors qu'on savait bien qu'une décision du Conseil d'État allait tomber, qu'il puisse se volatiliser de cette manière-là. Franchement, ça montre une forme de faiblesse de l'État pour faire appliquer le droit et expulser de son territoire les prêcheurs de haine. Il y avait une victoire de l'état de droit avec cette décision. Voilà. Et là, d'un seul coup, et qui est d'ailleurs positif pour Gérald Darmanin, et d'un seul coup, cette victoire vole en éclats parce que il a disparu. Alors où est-il? Il est probablement, beaucoup disent qu'il est en Belgique, voilà, depuis quelque temps, parce qu'il n'avait pas du tout envie de revenir, d'être au Maroc, même si sa femme était marocaine. Il voulait et prêcher effectivement en Belgique est plus facile que de prêcher du Maroc. Non, c'est inacceptable. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit Valérie, je ne comprends pas que cet homme ne soit pas surveillé depuis un mois, parce qu'on pouvait penser qu'il allait éventuellement fuir. Donc je ne comprends pas. S'il est en Belgique, je suis convaincu que la police belge va participer à son arrestation très rapidement, parce que les policiers belges, ils rigolent pas, comme d'ailleurs les policiers français, et j'espère qu'il va être arrêté et expulsé très rapidement au Maroc, où il va recevoir d'ailleurs, soit dit en passant, une leçon de théologie de la part des autorités marocaines, parce que si le Maroc a accepté qu'il soit expulsé aussi rapidement, c'est parce que au Maroc, en tous les cas au niveau du roi et même des oulémas marocains qui dirigent l'islam au Maroc, ils n'ont pas la même conception que l'imam Iqiyoussen de l'islam. Non, moi il y a autre chose que je voudrais dire, qui est scandaleux dans cette affaire. Il y a deux scandales pour moi. Le premier, si on expulse ce monsieur sur la base de posts YouTube qui sont antisémites, qui sont homophobes, qui sont contre les femmes, pourquoi ces posts YouTube sont toujours disponibles? C'est inadmissible. Il faut les faire retirer. Il faut contraindre YouTube. Il faut demander aux autorités françaises d'exiger leur retrait, parce que c'est la cause de tous nos maux. Deuxième chose qui, moi, me scandalise. Combien y a-t-il d'imams Iqiyoussen en France? Il a reçu le soutien de dizaines d'imams. Certains qui se disent républicains, ils se le disent tous d'ailleurs républicains. Mais ces imams qui ont soutenu l'imam Iqiyoussen et qui pensent comme lui, ils continuent tous les jours à faire des prêches où ils diffusent les mêmes idées. Et si vous voulez, ce qui se joue avec cette affaire Iqiyoussen, c'est de savoir est-ce qu'on va enfin, dans la communauté des Français de confession musulmane, qui sont des millions en France, faire enfin le tri. Il faut que émergent parmi les musulmans français des imams républicains. Je suis sûr qu'il y en a. Il y en a. Il y en a beaucoup. Oui, mais c'est à eux d'exercer le stigmatisé. Oui, mais c'est à eux d'abord de s'exprimer. On ne les entend pas souvent. Et c'est à eux aussi de prendre le pouvoir. Parce que des imams Iqiyoussen, il y en a beaucoup en France. Et tant qu'il y en aura autant, l'imam de Brest, qui en 2015 avait devant 150 enfants de 10 ans dit que la musique c'est l'incarnation du mal, que les murs s'effondreraient sur eux. Et 15 jours après, il y a eu le Bataclan. C'est 150 enfants qui ont été endoctrinés. Vous savez quoi, l'imam de Brest, il est toujours imam. Ça n'est pas normal. Donc des imams Iqiyoussen, il y en a plein et il faut qu'on en finisse avec cela. C'est pour ça que je pense qu'on va en avoir d'autres des affaires et que, selon moi, il faut changer la Constitution, créer un titre de la laïcité, réaffirmer très clairement que tout propos hostile à la laïcité, c'est-à-dire au respect des... Non, parce que pour moi, dans la laïcité, il y a le respect des femmes, il y a le respect des minorités, il y a le respect du drapeau français et que quand on ne les respecte pas, on arrête de faire des prêches. Oui, Baptiste Ménard. Mais ça, c'est la République. C'est-à-dire que là, ce qui était posé avec la question de l'imam Iqiyoussen, c'est la résistance de la République face à ses ennemis. C'est ça la question. Et donc, Valérie le disait, il y a des centaines de milliers d'imams qui font les choses de manière totalement correcte et responsable, et en tout cas qui s'inscrivent dans le cadre républicain. Ils souffrent terriblement des quelques-uns dont, effectivement, ont des propos qui ne sont pas acceptables en République. Si l'affaire Iqiyoussen peut permettre d'avoir un débat et d'engager effectivement une réflexion et surtout d'avoir des actes concrets qui nous permettent d'expulser les imams prêcheurs de haine, il faut le faire, bien sûr. Ça doit être en quelque sorte une opportunité. Enfin, quand on voit la manière dont ça vient de se passer, quand même, quel échec quand même, quel échec cruel. Donc à un moment donné. Et d'ailleurs, quelle image donne-t-on, alors pour revenir à l'OQTF,
quelle image donne-t-on aux jeunes qui sont condamnés? Ils se disent, hop, je fuis dans un autre pays, etc. Je vous rappelle que en général, quand on a une QTF, on a 30 jours pour effectivement partir, notamment pour ceux dont leur titre de séjour est refusé. Vous imaginez? Mais alors, on va avoir encore de plus mal à faire réaliser ces OQTF. Enfin, c'est invraisemblable. Là, Darmanin doit être très très ferme sur cette question. Oui, mais pas que dans la parole, dans les actes aussi. Gérald Darmanin, il est toujours très fort dans la parole. Non, là je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il a été. C'est lui qui a. Cet été, ça a été que de la com. Il n'y a pas d'action. La preuve, c'est qu'il a finalement eu du gain de cause devant le juge. Non, moi je pense que je pense autrement. Je pense qu'il manque des Darmanins dans la Macronie. C'est-à-dire que s'il y avait un peu plus de Darmanins dans la Macronie, les choses iraient moins mal. C'est des beaux parleurs, beaucoup de paroles, peu d'action malheureusement. Et justement, les Français sont fatigués de cela. Il nous refait Sarkozy, mais Sarkozy c'était il y a 20 ans et avec un peu plus de talent, si j'ose dire. Enfin, Sarkozy, donc là, il a déshabillé la police alors qu'il disait le contraire pendant des années. On paye aussi ça. Mais ce que je veux dire, c'est que Darmanin, au bout d'un moment, il y en a eu à droite aussi, malheureusement. Non, mais sans doute. En particulier, j'ai combattu Nicolas Sarkozy, tout comme je combats aujourd'hui Gérald Darmanin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, les Français ont le droit à la sécurité, à la tranquillité publique. Et là, ce qui se passe, effectivement, je rejoins ce qu'a dit Nicolas, c'est désastreux par rapport aux autres prêcheurs de haine demain. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la République, en fait, on donne une sanction qui ne peut pas s'appliquer. C'est on a déjà tellement du mal à avoir des laissez-passer consulaires avec les pays concernés pour renvoyer les délinquants ou les expulser dans leur pays. Si en plus, avant de ça, ils fuient, ça c'est pas possible, c'est inadmissible. On y revient dans un instant, 0826 300 300 si vous voulez réagir, évidemment. Vous êtes les bienvenus sur l'antenne de Sud Radio, à tout de suite. Et on est ensemble pour débattre et commenter l'actualité avec Baptiste Ménard, Michel Taube et Nicolas Jeannetet. Donc cet l'imam Iquissen, expulsable mais introuvable. Alors son fils a donné une interview ce matin en disant qu'il ne comprenait pas tout ce qui se passait autour de son père, que son père avait décidé il y a quelques semaines de prendre du repos et de laisser son téléphone portable à la maison et qu'il n'avait pas de nouvelles de lui. Mais là, il n'a pas pris son téléphone pour pas être géolocalisé, bien évidemment. C'est prendre un peu les gens pour des abrutis. Mais ce qui est terrible, c'est que ce que dit son fils, qui lui est français, son fils qui dit, son père ne comprend pas ce qu'on lui reproche. Mais lui-même ne comprend pas, ce jeune ne comprend pas ce qu'on lui reproche. Mais il a raison parce qu'il dit qu'il n'a pas été condamné pour ses propos. Exact, mais c'est ce que je disais avant. Mais c'était ma demande de retrait des vidéos à l'origine de tout cela. Mais en même temps, ce qui est terrible, c'est que son fils, comme beaucoup de Français de confession musulmane, heureusement pas tous, et c'est grosso modo 50-50 d'après les études d'opinion, ne comprennent pas qu'on puisse être choqué par ces posts qui s'attaquent aux homosexuels, qui s'attaquent aux femmes, qui s'attaquent à ceux qui se sont convertis à une autre religion que l'islam, etc. Mais qu'est-ce que vous répondez? Mais qu'est-ce que vous répondez effectivement à cet homme qui dit donc mon père représente à lui seul l'ennemi de la République, il n'y a rien qui justifie cela, il n'a jamais été condamné pour les propos qu'on lui reproche, il n'a commis aucun délit ni aucun crime. Son pays c'est la France. Mais sauf que ses propos parlent pour lui-même. Enfin, je suis désolé, on peut pas accepter. Enfin, moi, vous tapez sur YouTube, vous tapez Hassan Iquissen, vous tombez sur des paroles qui sont anti-républicaines. Donc, il faut les faire pour moi, il n'y a pas de débat. Il doit être condamné. Pas été condamné avant. Effectivement, il y a une vraie question là-dessus. Depuis des années et des années, on ne comprend pas. Parce que je vais vous dire, dans l'article 25 de la loi de 1905, la loi sur la laïcité, il y a l'article 25 crée une police des cultes. C'est-à-dire que les cultes sont, dans le droit français, soumis à un contrôle. Or, ça n'est pas le cas. On ne surveille pas, à part une centaine de... Voilà. Donc, ce que je dis, c'est que quand un imam sur YouTube fait un prêche religieux, eh ben ça tombe sous le coup de la loi et de la police des cultes. Et la police des cultes doit les faire fermer et ordonner à YouTube et à Facebook et à tous les grandes plateformes de les retirer. Le problème, c'est qu'on tombe sur d'autres problèmes de liberté d'expression infinie sans limite et que c'est très difficile à faire en droit. Mais dans ce cas-là, changeons le droit. Ça nous amène aussi sur le sujet des OQTF, c'est-à-dire les obligations de quitter le territoire. L'année dernière, moins de 4% des obligations de quitter le territoire
territoire pour le Maghreb ont été exécutés d'une manière générale. C'est autour de 10%. Nicolas Jeannetet, vous aviez d'autres chiffres de 25%. En 2021, il y a eu 62 000 prononcés, 3 501 exécutés. En 2020, alors il y en a 107 000, alors c'était la période Covid, donc il y en avait un peu moins. En 2021, 107 000 prononcés, 7 316 exécutés. Et en 2019, 122 000 prononcés, 14 000 effectivement exécutés. 5-6%, voilà. Mais c'est... Donc, alors il y a plein de raisons pour cela. D'abord, il faut trouver un laissez-passer consulaire. On commence maintenant seulement à négocier avec les pays concernés, parce que les pays ne veulent pas reprendre, bien évidemment, les personnes qui sont expulsées. Deuxième souci, il y en a plein qui cachent leur nationalité, notamment pour les migrants, et on n'a pas de pays de retour, parce que on ne sait pas dans quel pays on doit les renvoyer. Et puis troisièmement, il y a quand même beaucoup de pays qui sont en guerre aujourd'hui, et on ne peut pas renvoyer, en Afghanistan, etc., dans plein de pays, on ne peut pas renvoyer aujourd'hui les délinquants. Parmi les demandeurs d'asile, il n'y a pas que des pays qui sont en guerre. Par exemple, moi je m'étonne que le deuxième ou troisième contingent de demandeurs d'asile en France sont des Ivoiriens. Oui, la Côte d'Ivoire, c'est pas une dictature, c'est un pays démocratique, c'est un pays ouvert, c'est un pays francophone, c'est un pays avec lequel on commerce. Non, moi j'ai juste une question à poser. Emmanuel Macron a été 3 jours en Algérie. Moi, j'aimerais savoir précisément combien il a obtenu d'engagement des autorités algériennes d'accepter le retour d'Algériens frappés d'OQTF. J'aimerais le savoir. C'était un des objets de cette visite et on n'a jamais eu de retour. Non, mais j'aimerais que les politiques français le lui demandent. Parce que la réalité, c'est que c'est bien beau de faire des grands discours, de signer des accords de partenariat qui n'ont aucune portée concrète. La question, c'est que ce voyage de 3 jours, vous imaginez 3 jours dans un pays, quel est le résultat concret en termes d'OQTF ? On n'a pas signé sur le gaz et on n'a pas signé sur le QTF. Donc bon, enfin bref. Mais qu'est-ce qu'on fait QTF, obligation de quitter le territoire français, non exécuté. On crée des... Je vous dis, ils ont 30 jours. Quand ils reçoivent leur QTF, ils ont 30 jours pour partir d'eux-mêmes. Alors souvent, bien évidemment, dans 90% des cas, ils s'éparpillent dans toute la France et il est impossible de les retrouver. Après, moi sur les OQTF et les chiffres, comme on ne peut pas vérifier les chiffres du ministère de l'Intérieur, je suis toujours assez prudent là-dessus. Ça pose quand même la question, ce que tu évoquais, la question des Ivoiriens, c'est aussi la question de l'accueil et aussi des étudiants. Il y a quand même beaucoup d'étrangers qui viennent en France pour étudier. Et donc on est très fiers. On parle des délinquants qui sont demandeurs d'asile. Pas renouvelés. Si, il y en a aussi. Et après, des étudiants demandeurs d'asile. Oui, et après, il y a un certain nombre de pays aussi. Et il y a un certain nombre de pays aussi où il y a des demandeurs d'asile auprès desquels on ne va pas renvoyer quelqu'un. Mais non, on ne peut pas renvoyer quelqu'un dans un pays qui est en guerre ou dans un pays qui est... La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Non, mais pas la Côte d'Ivoire là en l'occurrence. Mais ni le Maroc, ni l'Algérie, sur les pays d'Afrique francophone, le seul motif légitime qui est clair de demande d'asile, c'est pour des personnes pour raison d'orientation sexuelle ou dans leur pays d'origine, ils peuvent risquer effectivement d'être agressés, d'être criminalisés, etc. Mais sinon, pour la plupart des pays africains francophones, il n'y a aucune raison de demander l'asile. Et deuxièmement, pour ceux qui commettent des délits voire des crimes, on a suffisamment de relations de confiance, d'échange, de partenariat. Il y a le président de la République du Bénin qui hier était au discours du MEDEF pour leur demander d'accepter le rapatriement de leur Gérard Darmanin a fait déjà un voyage il y a quelques mois au Maroc, en Tunisie, en Algérie pour essayer de négocier ces retours et finalement il y a à peine arrivé. Donc parce que les pays ne veulent pas reprendre ceux qui sont souvent des délinquants. Et pour ceux qu'on ne peut pas expulser, pardon. Et beaucoup vont pas être d'accord évidemment, des prisons Algeco pour les isoler de la société tant que ils n'ont pas été expulsés. Et en plus, alors il y a un autre problème, c'est qu'avant de partir, il faut qu'ils aillent dans des centres de rétention. Et il y a très peu de centres de rétention, il y a très peu de places. D'ailleurs, ça a été dénoncé par la Cour des droits de l'homme, etc. Parce que c'est bon, il y a plein de tensions. Et il faut créer de nouveaux centres de rétention. Emmanuel Macron avait dit 7000 prisons avant de partir. Donc Emmanuel Macron a promis 7000 prisons en 5 ans. Il n'y en a eu que 2000. On nous promet 15 000 prisons à chaque quinquennat, et finalement on n'en a que 3 000 à peu près. Il n'y en a pas, effectivement. Alors à l'époque de François Hollande, on appelait ça des couacs. Le mot a un petit peu disparu, mais quand des ministres se contredisaient, vous savez. Mais là, il y a eu l'histoire des jets, de la suppression des jets privés où tout le monde n'était pas à la sortie
de Monsieur Beaune qui n'a pas plu à Elisabeth Borne et au président de la République. Eh bien, cette fois-ci, c'est sur les super profits. Vous savez qu'Elisabeth Borne a évoqué l'idée de taxer les super profits des entreprises en matière pour financer donc l'énergie. Eh bien, Bruno Le Maire, il a dit qu'il ne savait pas ce que c'était qu'un super profit. Donc, c'est vrai que cette réaction a été assez remarquée. Taxer plus en France, c'est produire moins. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit hier. Je ne connais pas le super profit. Je ne sais pas ce que ça vous. Non mais... Alors, Emmanuel Macron a appelé à la fin de l'abondance, la fin des insouciances, la fin des évidences. Mais d'évidence, pour le coup, il y a vraiment un problème avec ce gouvernement, un problème de cynisme, beaucoup de mépris. Bruno Le Maire ne sait pas ce qu'est les super profits. En effet, on l'a vu lors de l'examen de la proposition à l'Assemblée nationale. Bon, moi, je considère qu'on ne peut pas demander aux Français des efforts, en particulier à ceux les plus modestes qui doivent choisir et arbitrer entre se chauffer et se nourrir, et dans le même temps refuser de taxer les super profits. C'est d'ailleurs pour ça que le Parti socialiste va lancer une initiative d'un référendum d'initiative partagée pour imposer cette question des super profits. Enfin, sur les couacs, effectivement, merci Valérie de rappeler que sous François Hollande, on n'hésitait pas à parler de cacophonie, de couacs dès que les ministres ne s'entendaient pas. On a eu ça tout l'été avec Elisabeth Borne, avec Clément Beaune, avec Bruno Le Maire, avec Gérald Darmanin. Chacun, je sais bien que pour asseoir son prestige, il faut en faire la publicité. Enfin, quand même, là, on a quand même le sentiment que dans le gouvernement, les choses ne sont pas très bien alignées. Et donc, voilà, moi, je demande en tout cas à ce que nous prenions cette mesure, qui est une mesure de justice, encore une fois. Laissez-le terminer. Mais quand Bruno Le Maire dit qu'il ne sait pas ce que c'est, franchement, il se fiche du monde. Et on a bien compris qu'ils sont tous déjà dans le combat de l'élection présidentielle de 2027. Mais d'ici là, il y a 5 ans d'action quand même à mener. Alors, je vais prendre un tout petit peu la défense de Bruno Le Maire pour 2 raisons. D'abord, la première, oui, il y a des profits. Total fait des milliards, Shell fait des milliards de bénéfices sur la crise de l'énergie. Sauf qu'aujourd'hui, et ce que je pense Bruno Le Maire a voulu dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas taxer. On ne peut pas inventer une taxe, effectivement, pour ces grandes entreprises, parce que il faut le faire pour tout le secteur. Parce qu'on peut, en France, c'est anticonstitutionnel. Quelle entreprise ? Toutes les entreprises ne sont pas égales. Voilà, on peut pas faire une loi pour taxer quelqu'un à la tête du client. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est inverser la chose. La taille de sa taille, si. Non, on n'a pas le droit. La loi, ça sera anticonstitutionnel. Si, en matière de RSE, les obligations de rapport sont pas les mêmes sur la taille des entreprises. En matière d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est pas secteur d'activité. On l'a fait pour les mutuelles. On a taxé les mutuelles pendant la crise du Covid. Là, c'est difficile parce que savez-vous par exemple que Total fait des milliards de bénéfices, mais ils ne le font pas en France. En France, Total Énergie est même déficitaire. Donc c'est très compliqué. Donc en fait, il faut trouver une autre parade qui est le financement et l'investissement. Les sénateurs d'ailleurs ont proposé que ces groupes investissent auprès des collectivités locales pour la transition écologique. Donc il faut trouver une autre formule que la taxation. Il faut mettre ça dans des fonds. Il faut que les entreprises baissent leurs coûts. Total l'a fait de 10 centimes, puis de 30 centimes ensuite. Voilà, c'est plutôt la terminologie. Il est impossible aujourd'hui de taxer la loi. On ne peut pas taxer la tête du client. Mais la phrase de Bruno Le Maire, je ne sais pas ce que sont des super profits. Ça peut quand même interpeller et choquer. Ça choque, bien sûr. Non, mais c'est effectivement, ça va nourrir la suspicion que Emmanuel Macron et ses gouvernements, c'est un peu la France des riches, quoi. Voilà, ils auraient pu. Hier, j'ai interviewé M. Rode de Bézieux au MEDEF exactement sur cette question de super profit, en lui disant, moi, je m'étonne tout simplement qu'en Angleterre, pays ultralibéral, ils ont imposer une taxe de 25% sur les compagnies pétrolières et gazières, et qu'en France, qui est un pays beaucoup plus social, on n'arrive même pas à trouver un consensus sur cette taxation. Alors il m'a répondu effectivement que la différence entre le Royaume-Uni et la France, c'est qu'en France, il y a déjà 60% d'imposition sur les entreprises, qui d'ailleurs a baissé sous Macron, alors qu'en Angleterre, il y a beaucoup moins de taxation. Ce en quoi il a raison. Mais ceci dit, je pense quand même que, vu la situation,
vu la crise sociale, vu le contexte dans lequel nous sommes, il aurait été, je pense, vraiment bien vu que les grandes entreprises d'elles-mêmes, comme aux États-Unis, certains le proposent d'ailleurs, hein, des milliardaires américains, prennent une initiative de solidarité fiscale. Et malheureusement, évidemment, en France, ça n'est pas envisageable. Alors EDF l'a fait, hein, en fixant le prix sous la contrainte. Je pense qu'il faut que Bruno Le Maire prenne son petit sac, aille négocier auprès des grandes compagnies, celles qui font des bénéfices en France. Parce que je le rappelle encore, Total fait 10 milliards de bénéfices, mais pas en France, à l'étranger. Et Total est déficitaire en France. Donc il faut effectivement... Encore faut-il en avoir la volonté politique. Il faut aller négocier. Non, mais dans ce cas-là, que Bernard Arnault... investir dans la transition écologique. Stop, je respecte. Voilà, c'est la pub. On se retrouve tout de suite après. Avec vous jusqu'à 10h. Après les médias, nous recevrons Nathalie Lévy qui est présente en aparté sur Canal+. Ce sera donc à 10h avec Gilles Gansman. On n'a pas parlé de Mikhail Gorbatchev. Hier, on a appris sa mort à 11 ans, artisan évidemment de l'ouverture, de la chute du communisme. Ça vous évoque quoi? Vous n'étiez pas né, Baptiste Oui, vous êtes le plus jeune. Mais la jeunesse n'est pas Baptiste un bien durable, mais effectivement. Non, mais Mikhail Gorbatchev... La jeunesse, c'est dans l'esprit. Voilà. Je dis ça parce qu'un jour ou l'autre, ça me sera bien utile. On est plus jeune que toi, on est plus jeune que toi. Voilà. Non, mais Mikhail Gorbatchev, c'est sûr que c'est quand même au fur et à mesure, on voit disparaître les dernières grandes figures du XXe siècle, et c'est vrai que c'était un militant de la paix au final qui a compris ce qui était en train de se passer, même si ça lui a valu du coup d'être finalement assez méprisé et mal perçu dans son propre pays. Oui, il était plus apprécié à l'étranger. Et d'ailleurs les hommages qui lui sont rendus depuis hier soir le prouvent. Moi ça m'a même un peu éprouvé. Je trouve que c'est l'homme de la liberté, c'est l'homme qui a libéré les pays satellites de l'URSS. Alors moi j'ai vécu 12 ans à Berlin. Et c'est vrai que Gorbatchev... Alors, ça dépend quand? Avant ou après la chute? Après la chute du mur, quand même. Malgré ton jeune âge. Il y avait Berlin-Ouest. Oui, mais j'ai habité Berlin Est, mais une fois le mur tombé. Mais c'est vrai que Gorbatchev, contrairement effectivement, il était extrêmement impopulaire en Russie, puisqu'il a finalement un peu déstabilisé la Russie elle-même. Mais ça a été le libérateur dans ces pays-là. Et tous les artistes d'ailleurs de street art mettaient du Gorbatchev sur les murs. Il y en a encore, et notamment ce fameux baiser Gorbatchev-Honecker qu'on voit partout, qu'on voit sur une partie du mur de Berlin. Non, l'histoire est parfois bien sûr injuste avec certains de ces acteurs et l'histoire finalement ne retient que les héros ou les salauds et les libérateurs ou les dictateurs et finalement moi je suis pas tout à fait d'accord avec tout ça. Je suis pas tout à fait d'accord parce qu'en fait Gorbatchev, quand il est arrivé au pouvoir, en fait il a voulu sauver un système communiste marxiste. Effectivement c'était un homme qui était plus modéré que ses prédécesseurs, mais avant tout ce qu'il voulait c'était sauver le système marxiste, communiste, léniniste, etc. Et donc si vous voulez il s'est adapté, mais en lâchant du lest, les vannes se sont ouvertes et après il a essayé de sauver les meubles. Mais la réalité d'avoir encensé Gorbatchev, alors qu'en fait c'était un communiste pur et dur au départ et que tout simplement il a essayé de sauver le système communiste, moi je le vois quand même un peu comme ça. Et la preuve d'ailleurs, il a pas comme ça, Michel. Il a quand même fait savoir qu'il ne tirerait pas sur ceux qui voudraient passer à l'ouest. Il savait que pour libérer, pour ouvrir la Russie, il fallait le faire de l'intérieur. C'est pour cela qu'il a mérité le prix Nobel de la paix, parce qu'il a refusé effectivement d'utiliser la violence. Mais la réalité, c'est qu'après, et d'ailleurs les Russes, évidemment, lui en ont. Il faut aussi comprendre les Russes. C'est-à-dire qu'avec l'effondrement de l'Union soviétique, c'est tout un rayonnement de la Russie qui s'est effondré avec. Mais ce que je veux dire, c'est que encore une fois, il a été encensé après qu'effectivement il ait renoncé à la violence, mais au final, c'était quand même un communiste pur et dur qui voulait, sauver un système. Après, ça n'a pas marché pour lui. Il s'est adapté et à la fin, il a perdu puisque le système s'est effondré avec lui. De l'intérieur, justement, ouvrir. Mais pour moi, ça reste problématique. Tout le monde était communiste, Michel. Je salue sa mémoire. Et je pense que alors que la guerre froide reprend de plus belle. Très dur là. Oui, mais c'est parce que je pense. Vous avez le droit d'avoir ces photos. Et je pense que dans le communisme, d'être
rester communiste. Non, mais tout le monde n'était pas communiste. Certains opposants russes étaient totalement hostiles au communisme. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Baptiste disait que il a peut-être pas connu cette période-là. Mais enfin, quand vous dites qu'aujourd'hui, 40 ans après les fondements du communisme, il y a encore des communistes français. Franchement, moi, ça me laisse. Mais c'est une idéologie. Mais c'est une idéologie. On a le droit de condamner cette idéologie. Non, la comparaison n'est pas. Non, ça n'a rien à voir. Ils se disent communistes. Enfin, excusez-moi. Bon, voilà. Que de nom. Ils se disent communistes que de nom. Ah bah, qui change de nom alors. Et ça a été service minimum pour Vladimir Poutine. Sincère condoléances. Bien évidemment. Est-ce qu'il y aura un grand hommage ou pas? C'est toute la question. Bien sûr que non. Je pense pas. Par contre, j'espère que l'Union européenne aura une action symbolique pour saluer quand même sa mémoire et son action. Ça va pas aider à réchauffer les relations avec la Russie. C'est pour ça. Ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a un contraste entre les réactions un petit peu partout dans le monde qui sont de vibrants hommages à Gorbatchev et puis la sobriété. Mais parce que Poutine est un nostalgique de l'Union soviétique, stalinienne et post-stalinienne. Et c'est vrai que Gorbatchev est considéré par Poutine et beaucoup d'autres comme un Russes libérateur. Non, pas un libérateur. Non, c'est faux de dire ça. Qui a remis en cause le régime. Libérateur. Non, il n'est pas remis. Il a essayé de sauver le système communiste. Il a essayé de libérer de l'intérieur. Non, c'est très important. Il a eu comme grandeur de refuser d'utiliser la violence contre le peuple, déjà les peuples des pays voisins, puisque ça a quand même tout a commencé en Hongrie et en Pologne. Mais donc sa grandeur, c'est d'avoir refusé d'utiliser la violence. Mais c'était un communiste. Et ce que Poutine lui reproche effectivement avec beaucoup de Russes, c'est d'avoir en fait été à l'origine de la chute de l'empire soviéto-russe. Voilà, ça c'est clair. Mais et là-dessus, je pense qu'il va y avoir une instrumentalisation dans les jours qui viennent, c'est certain, de sa mort, dans le cadre du conflit qui aujourd'hui oppose la Russie à l'Occident. Forcément. Quelques mots sur ce maire de Monteterre, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, dans l'Oise, qui menace d'arrêter de payer les factures d'électricité de sa ville. Il dit que c'est intenable, il dit on n'a pas de trésor de guerre, on doit voter un budget à l'équilibre, et il dit qu'avec la hausse des prix, il ne pourra plus payer les factures. Et il fait comme les Anglais, quoi. Ouais. Les Anglais qui, vous savez, il y a un mouvement de boycott en Angleterre très très fort, où vous avez des centaines de milliers d'Anglais qui disent je ne paierai plus mes factures tellement elles ont explosé. Je crois qu'en Belgique, c'est pareil. C'est hallucinant. C'est ce qui risque de se passer en France aussi. Oui, c'est une façon aussi parce qu'Elisabeth Borne hier a dit on ne va pas bloquer les prix jusqu'à indéfiniment. Donc on peut s'attendre à des hausses quand même durant l'hiver. C'est une façon aussi de rappeler que les collectivités locales doivent présenter un budget et à l'équilibre, contrairement à l'État français. Et que si on ne présente pas un budget à l'équilibre, on est sanctionné par la Cour des comptes régionale. Donc c'est aussi une façon. Et pour les petites communes, c'est un investissement énorme. Les prix augmentent. Alors non seulement il faut refaire les travaux, il y avait les travaux de climatisation pendant l'été. Maintenant la note de chauffage augmente. Oui, c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, on a vu que les taxes foncières ont augmenté. Je ne sais pas si vous avez reçu vos taxes foncières, mais elles ont toutes augmenté. Alors il n'y a plus la taxe d'habitation, donc on contrebalance avec la taxe foncière. Donc effectivement, tout augmente et on a du mal à payer effectivement, même dans les écoles, les factures d'électricité. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce que ce maire appelle les autres communes qui sont dans sa situation à faire de même. S'ils ne payent plus les factures d'électricité, si les Français suivent ce mouvement comme aux États-Unis, en Angleterre. Moi, je pense que c'est plus un cri d'alarme, en fait, qu'il fait, plutôt que une mise en réalité, j'allais dire, de la menace qu'il fait planer. Cela étant, ça pose la question pour le gouvernement de comment il compte accompagner les collectivités locales et en particulier les plus petites, en raison de ce que tu disais tout à l'heure. On revient à cette fameuse taxation des super profits. Il ne faut pas que je l'appelle taxation. Il faut de l'investissement pour aider les collectivités locales à payer leurs factures et à assurer la transition écologique dans leur commune. Et les Français mais ce qui est déjà un peu. Mais ce qui est intéressant, c'est que Madame la Première ministre a dit que les Français, les citoyens, les consommateurs auront de l'électricité, auront du gaz, et pour eux, il n'y aura pas de problème. De toute façon, on peut pas mais qu'il faudra faire des très gros efforts au niveau des entreprises
et j'imagine des collectivités locales. Mais ça veut rien dire des entreprises. Oui, mais ça veut rien dire. Non, mais si, ça veut dire que le maire de cette commune, les entreprises, les collectivités, le maire de cette commune, lui, va certainement être contraint, effectivement, à des compressions à des économies d'énergie, de sobriété, etc. Et que les collectivités locales, comme les entreprises, risquent d'être face à des pressions terribles du gouvernement si la crise s'aggrave dans les semaines qui viennent. Mais le pays voisin, l'Allemagne, a déjà pris des décisions. Fermeture des lumières dans les couloirs, fin de l'eau chaude dans les écoles pour se laver les mains. Bien évidemment, on l'a pas fait, c'est pas une loi, mais interdiction de vitrines lumineuses la nuit. L'Allemagne a déjà pris des décisions, elle n'a pas. Moi, c'est ce qui m'énerve un peu, c'est cette anxiété du gouvernement. Voilà, on n'anticipe pas. Là, elle nous effraie. Attention, on va couper. Mais elle aurait pu annoncer des petites décisions, ça aurait rassuré les gens et ça leur aurait entraîné dans une démarche justement anti-gaspillage. Enfin, voilà. On l'a un peu évoqué nous hier. C'est cette impression que le gouvernement se retrouve à chaque fois devant une situation qu'on n'a pas anticipée. Il n'y a pas de cap, il n'y a pas de cap. Et de toute façon, le président n'aime gouverner que dans l'urgence et quand il est en guerre. Là, il est en guerre contre la Covid, il est en guerre contre l'Ukraine et maintenant il est en guerre contre l'énergie. C'est sa façon de gouverner, il ne sait pas faire autrement. C'est la vision start-up en fait, c'est-à-dire que c'est la logique du court terme. À l'instant T. Et donc, à chaque fois, à l'instant T, qu'est-ce qu'on fait? Toc, pour 3 mois, 6 mois, 1 an. Ils ont quand même annoncé que les stocks de gaz ont été reconstitués. On peut passer l'hiver. Et qu'on peut passer l'hiver. Je suis d'accord qu'il y a un manque d'anticipation. À quel prix? Cruel. Non, mais ensuite, il y a la question du prix, parce que l'inflation est terrible. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les trois pour ce débat très animé. Dans un instant, les médias avec Nathalie Lévy. À tout de suite.